Bonjour, vous écoutez En Série, un podcast de la rédaction de Vanity Fair consacré à toutes les séries. Je suis Joseph Gosne et je suis aujourd'hui avec Margot Krell, Norine Raja et Philippe Azouri. Dans cet épisode, nous allons vous parler de 3 séries qui ont marqué notre année et certainement la vôtre: The Crown, Mandalorian et Euphoria. Et on va commencer avec la série que tout le monde a apparemment regardée, une série Netflix, The Crown. Moi qui l'ai vue épisodiquement, qui en a beaucoup entendu parler, surtout de cette dernière saison, je me demandais, Norine, qu'est-ce qui nous donne encore envie de regarder The Crown ? Donc déjà, The Crown, pour recontextualiser, donc c'est une série qui a été lancée en 2016 et qui raconte en 4 saisons les coulisses du pouvoir, du point de vue de la reine. Tout simplement, je pense que c'est un sujet qui intéresse toujours parce que on a déjà des figures hyper tragiques. On a aussi ce voyeurisme un peu de vouloir savoir ce qui se passe derrière ces prisons dorées, en fait. Et c'est une série qui a un storytelling incroyable et qui arrive toujours à trouver les petites histoires et à rendre ses personnages plus humains. Donc en fait, je pense que ça réunit tous les ingrédients qui donnent envie, même aux gens qui ne sont pas du tout intéressés par la monarchie, de regarder. Et pour moi, clairement, c'est la meilleure série de Netflix. Cette série, elle est à sa 4e saison. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année, dans cette 4e saison ? Vous parlez de Prison Dorée, notamment. Alors déjà, la 3e saison, j'avais eu un peu plus de mal. Alors je ne sais pas si c'est la transition et le changement de cast avec Olivia Colman, que je trouve par ailleurs assez incroyable. Mais je la trouvais assez décousue, la 3e saison. Je trouvais que tous les entretiens entre Olivia Colman, donc la reine, et le Premier ministre étaient assez soporifiques. Et là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que déjà, on arrive à une période plus contemporaine. Donc, ce qui peut être aussi un défaut parce que c'est justement des faits qu'on connaît plus, alors que dans les premières saisons, il y avait toujours cet effet de surprise. On découvrait une petite histoire, un fait divers. Là, on est vraiment dans des figures qu'on connaît. Et en même temps, je trouve que le traitement est toujours hyper inattendu. On arrive à prendre ces personnages comme Diana, qu'on a vu, on a été surexposé à Diana, et à la rendre humaine, complexe, et à donner vraiment un portrait tout en nuances. C'est marrant que tu dises que les entretiens de la reine et du Premier ministre sont soporifiques, puisque justement, moi, ce que je trouve assez fort dans The Crown aussi, c'est que ça réussit à nous intéresser à la géopolitique anglaise. Typiquement, moi, je me suis retrouvée fascinée par la guerre des Malouines, dont on parle dans la dernière saison avec Margaret Thatcher, etc. Et c'est clairement pas une histoire que je serais allée chercher de moi-même. Mais du coup, après cet épisode-là, je suis allée tout de suite sur Google pour commencer à regarder, avoir plus de détails là-dessus. Et je trouve que c'est aussi, en plus de nous montrer effectivement les coulisses de la famille royale britannique, parce que je pense que, comme tu dis, juste par accès de curiosité, on a très envie de savoir ce qui se passe là-bas. Et il y a aussi réussir à intéresser sur des sujets vraiment qui sont très anglais et qui sont plus loin de notre histoire à nous, plus loin de notre culture. Et je trouve ça assez fort aussi dans cette série-là. Oui, mais la guerre des Malouines, justement, c'est mis en parallèle avec Thatcher et le fait qu'elle perd son fils, enfin que son fils disparaît. Du coup, il y a quand même une corrélation, parce que là, clairement, on comprend en gros ce qu'ils insinuent, c'est que si elle a la guerre des Malouines, c'est parce qu'elle est justement trop bouleversée par la disparition de son fils. Donc il y a toujours une connexion entre les deux qui fait que chaque fois qu'ils choisissent une histoire, par exemple, ils n'ont jamais choisi de raconter la tentative de kidnapping de la princesse Anne, qui aurait pu faire un super épisode. Pourquoi ils ne le racontent pas ? C'est qu'ils ont jugé, par exemple, que ça disait vraiment pas grand-chose du personnage et que c'était peut-être plus pertinent de montrer d'autres choses. Dès qu'il y a un choix historique qui est fait, c'est parce que ça dit quelque chose du personnage qu'on nous montre, en fait. Et effectivement, il y a des histoires qui sont incroyables. Enfin, les histoires des cousines, par exemple, j'en avais pas du tout entendu parler. J'en ai parlé avec Perry, qui est le spécialiste royal. Lui non plus n'en avait pas entendu parler, donc je ne suis pas la seule. Mais oui, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'humain, en fait, là-dedans. Mais moi, ce que je trouve aussi marquant, du coup, dans cette saison 4, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on arrive dans une période plus contemporaine, et du coup, c'est la première saison où on voit Diana, et c'est clairement, je pense que Netflix a réussi vraiment à faire grimper l'attente au fur et à mesure des saisons, et surtout avec tous les teasers après qui ont été faits, évidemment, avant que la saison sorte. Et on l'a bien vu dans le traitement de la série qu'il y a eu dans les médias, où en fait, il y a eu énormément de sujets consacrés à Diana. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beau être effectivement exposé à elle en permanence parce que c'est une icône de beauté, de mode, de caritative, etc. On a toujours envie de la voir, on a toujours envie de voir ses looks, on a toujours envie de savoir ce qu'elle pouvait vivre. Enfin,
je trouve que c'est assez fou cette fascination qu'il y a pour elle, alors que même en n'étant pas spécialement fan de royauté, on sait que son mariage a été malheureux et qu'elle est morte tragiquement. Et c'est fou que Netflix réussisse vraiment à jouer là-dessus et à pousser l'attente au maximum sur ce sujet-là. Justement, à propos de Diana, je me pose toujours cette question. J'ai l'âge pour me souvenir de la fascination qu'elle a exercée sur mes parents au moment de son mariage. Une fascination vraiment de tabloïd à l'époque, au début des années 80. Et de l'avoir vue comme ça évoluer et puis évidemment, jusqu'à sa mort. Mais je me demandais qu'est-ce qu'elle peut encore représenter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente finalement, pour des générations qui n'ont pas connu son histoire et qui n'ont pas vu en direct? Ouais, je pense que finalement, on peut dire en fait que elle peut être icône féministe dans le sens où elle a finalement réussi à se libérer d'un mariage et d'une famille qui ne l'aimait pas pour devenir une femme épanouie qui faisait ce qu'elle veut, qui s'habillait comme elle le voulait, qui choisissait les causes qu'elle voulait. Et je pense que ça, c'est un peu intergénérationnel dans le sens où ça inspire tout le monde qu'on ait suivi son mariage à l'époque ou qu'on la découvre maintenant en 2020. Il y a un truc vraiment elle a réussi à s'en sortir, si on peut dire ça comme ça. Et donc, je pense que c'est assez inspirant pour pas mal de gens. C'est le glamour et je trouve aussi la normalité. C'est-à-dire que, bon, à chaque fois dans la fiction, on a un peu ce cheval de Troie qui arrive et qui nous fait découvrir un univers. Et là, clairement, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est la personne normale dans cette série et dans cette famille, en fait, où tout le monde a été élevé pour être dans le rang. Et je trouve qu'il y a quelque chose, une espèce d'identification qui s'effectue, justement. Et comme tu le disais, elle arrive à s'en émanciper. Et dans la série, c'est aussi une figure tragique, puisqu'à chaque fois qu'on la voit, on sait aussi ce qui va se passer par la suite. Et on est toujours dans la déconstruction du conte de fées qu'on nous vend, en fait. Elle joue comme un intrus. Oui, clairement. En fait, dans chaque saison, il y a un peu cette figure d'intrus, comme le prince Philippe qui marie la couronne. Il y a cette idée de marier la couronne et d'être dans le devoir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une rebelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si elle est rebelle ou si elle est immature. En fait, c'est pour ça que le portrait est assez nuancé. Parce que quand elle se marie, en fait, elle connaît à peine Charles. Elle a 20 ans. Elle connaît rien de la vie. Et donc, en fait, elle a tous ses rêves, tous ses fantasmes. Et elle est confrontée à la réalité, en fait. Et c'est ça que la série nous raconte et qui est hyper intéressant. C'est à la fois comment le conte de fées se brise, en fait, devant nos yeux au fil des épisodes, quoi. Et quel est le rôle de Charles? Quelle est la vision de Charles dans la série? C'est un peu le mauvais rôle. Oui, alors c'est assez marrant parce que dans la saison 3, à la fin de la saison 3, le prince Charles, c'était un peu devenu le petit ami d'Internet. Tout le monde était fan de lui. Il faut dire que Josh O'Connor, qui l'interprète, le joue très bien. Et qu'en plus de ça, après, dans la vie hors The Crown, il est devenu égérie pour Louis V, pour plein d'autres marques. Donc il a commencé à avoir cette aura-là aussi. Et en fait, il y avait énormément de gens sur les réseaux sociaux qui étaient fans de lui en disant je vois le prince Charles d'une façon différente. En fait, lui aussi, il a vraiment souffert de cette famille. Lui aussi, il voulait une vie normale. En plus, il est plutôt mignon, finalement. Et si le prince Charles n'était pas si méchant que ça. Et en fait, on arrive à la saison 4 où il y a tout ce triangle amoureux avec Diana et Camilla et où, en fait, il enfile de nouveau ce costume de méchant qu'on lui attribue en temps normal et où, en fait, il est odieux avec Diana, mais parce qu'il est malheureux aussi, et que du coup, si lui est malheureux, il a décidé de rendre tout le monde malheureux. Et donc, il y a maintenant une double réaction où on a à la fois de la peine pour lui, et après, il y a toujours des passages où il est tellement méchant qu'on se dit, ah non, vraiment, finalement, le prince Charles, c'est pas possible. Genre, je veux plus en entendre parler. Donc, il est assez ambivalent, et je pense que sur la saison prochaine aussi, ça devrait continuer dans ce sens-là, où en fait... ces générales à The Crown, on se rend bien compte qu'ils sont tous extrêmement malheureux. Et en même temps, ça ne peut pas justifier les comportements qu'ils ont les uns envers les autres ou envers des gens qui font pas partie de la couronne. Donc je pense que c'est ça aussi qui est assez bien joué, c'est que on passe très vite d'une émotion à une autre en se disant la reine est super et puis elle est vraiment pas possible, elle est super réac, et puis après elle a des réactions très modernes. Le prince Philippe aussi a des espèces de coups de génie où il est très empathique d'un coup, alors que ça fait 3 saisons qu'on le voit en arrière-plan en se disant vraiment quel potiche. Donc c'est assez...
Mais surtout, assez ambivalent. à vous écouter, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement ambigus ou ambivalents. C'est peut-être ça, en fait, qui fait que cette série fascine à ce point-là. Il y a des figures qui sont très, très reconnues, identifiées, historiques, voilà, qui appartiennent à l'imaginaire commun, quelles que soient les générations, qui d'un coup sont éclairées régulièrement. Enfin, on joue avec les bons et les mauvais côtés, ce que l'on donne, on le reprend, et ça crée, j'imagine, une densité incroyable en termes d'écriture, en termes de récit, et pour le spectateur, c'est un plaisir inouï. Bah, il y a effectivement de ça, Se et puis surprendre aussi... à les aimer ou avoir beaucoup de plaisir à les détester. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il y avait plein de gens qui pensaient pas forcément à apprécier la reine d'Angleterre un jour. Et ce qui est intéressant, c'est que on la voit autrement aussi que comme la reine d'Angleterre. Il y a des moments où on la voit comme Élisabeth qui regrette la mort de son père, qui trouve que la charge qu'on lui a mise sur les épaules est trop lourde. Enfin, il y a tellement de facettes sur ces personnages-là que c'est hyper intéressant. Et je pense aussi que c'est pour ça que la série fascine, parce que ça permet de ne pas voir juste une reine, un prince, une princesse, mais de voir aussi que, au fond, c'est des êtres humains. C'est quasiment un pari du contre-pied à t'entendre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a... Voilà, la reine a son fan club, mais là aussi de l'autre côté des gens qui la détestent et que le personnage est écrit pour convaincre ceux qui la détestent et refroidir le fan club à certains endroits ou l'agacer, ce qui lui donne encore plus de plaisir. Mais Genre masochiste de toute façon à aimer les puissants. Donc. En plus, il y a une évolution vraiment sur les 4 saisons parce qu'autant au début, elle est assez humaine parce qu'elle est propulsée en fait là parce que son père meurt et donc elle doit apprendre à gérer tout ce que ça implique, c'est-à-dire balancer sa sœur sous le bus si elle doit le faire en tant que reine. Et au fur et à mesure, on la voit entrer dans ce rôle et de monarque très rigide. Et là, on en est là, c'est-à-dire qu'elle est quasiment observatrice, en fait, elle est plus vraiment actrice. Et vraiment, c'est le fait de voir l'évolution des personnages. Et Charles, au même niveau, dans la saison 3, on voit cet enfant qui est complètement délaissé, tout le rapport au père qui est hyper intéressant. Et là, on a le revirement, même si on n'a pas le temps mort entre les deux, on se doute de ce qui s'est passé. Et oui, et du coup, pour le prince Charles, je trouve qu'il y a un portrait très nuancé, même si, effectivement, il devient de plus en plus antipathique, quoi. J'aimerais peut-être, pour terminer sur The Crown, qu'on évoque une figure, la figure de Margaret Thatcher, qui est interprétée par une figure de la télévision et des séries. Je trouve que le portrait de Margaret Thatcher est assez réussi. Déjà, l'interprétation, quand j'ai vu Gillian Anderson arriver avec son énorme perruque, je me suis dit, oulala. Gillian Anderson, qu'on a vu voir dans X-Files, et ensuite oui, qu'on a vu dans X-Files, c'est le plus gros. Séries, et dernièrement, dans Sex Education aussi, qui est un succès Netflix, qui est marié à Peter Morgan aussi, enfin, qui est en couple avec lui. Et donc, j'avais un petit peu peur. Donc, il y a quelque chose, c'est une interprétation très prononcée. En même temps, je trouve que c'est réussi dans le sens où la figure de Margaret Thatcher, c'était vraiment un piège, dans le sens où c'est tellement polémique qu'il fallait trouver un juste milieu. Donc, à la fois, on la rend humaine parce que, justement, il y a tout le rapport à la famille qui est raconté. Et en même temps, je trouve qu'on ne dilue pas du tout les conséquences de sa politique, justement, avec l'épisode avec Michael Fagan, où on comprend à quel point c'est dévastateur, en fait. Donc, je trouve que, pareil, là, à ce niveau-là, ils ont trouvé vraiment le juste milieu pour aborder ce sujet-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on le voit vachement dans les face-à-face avec la reine, c'est qu'elle reste toujours fidèle à elle-même, et que, par contre, Margaret Thatcher, on la voit petit à petit un peu s'enfoncer dans son siège jusqu'à le final qu'on connaît, quoi. C'est vrai que c'est... Moi, j'ai trouvé l'interprétation de Gillian Anderson assez folle. Alors, comme tu dis, effectivement, elle y va vraiment à fond. Elle a pris ce ton si particulier où on sent qu'elle se force un peu sur la respiration. Il y a effectivement tout le look où elle a des choucroutes de plus en plus laquées, de plus en plus grosses au fil de la saison. Et en même temps, bizarrement, j'ai jamais trouvé ça too much parce que de ce que j'ai pu lire de Margaret Thatcher, on sentait qu'elle avait aussi cette personnalité très forte qui prenait énormément de place. C'est pas pour rien qu'on l'appelait aussi la Dame de Fer et qu'elle avait cette réputation de pas se laisser marcher sur les pieds. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé aussi les entretiens avec la reine, dans le sens où on voit justement ce côté plus personnel d'elle avec ce qu'elle peut ressentir quand son fils disparaît ou ce qu'elle peut ressentir même en tant que femme à ce poste de pouvoir et que Elisabeth ressent aussi. Et d'ailleurs, je trouve que le parallèle qui est fait, les références qui sont faites, et même, je crois que c'est Elisabeth II qui dit ça quand Margaret Thatcher est élue, qui dit c'est une femme
une femme à la tête du pays, et on sent que même si elle sera pas forcément d'accord avec son opposante, enfin avec sa première ministre, elle est quand même assez contente de voir qu'elle n'est plus la seule femme à un poste de responsabilité. Et c'est très implicite tout au long de la série, mais je trouve ça assez chouette qu'elle partage cette charge mentale là, toutes les deux. Bah, là, c'est là qu'on voit vraiment Peter Morgan, le dramaturge, dans ces scènes, dans ces face-à-face qui sont tellement pensés que même la façon dont les coussins sont disposés a un sens, en fait. Et jusqu'ici, dans les 3 dernières saisons, elle était toujours... Enfin, un des thèmes, c'était aussi Elisabeth face aux hommes, en fait. Comment est-ce qu'elle fait sa place? Là, le fait qu'elle se retrouve face à une femme qui, en plus, n'aime pas les femmes. Et tout de suite, il y a ce rapport de force qui se naît quand elle commence à parler de qui est la plus vieille. Là, c'est vrai, il y a vraiment une dynamique qui est intéressante et qui est nouvelle, en fait, en plus. Et c'est une dynamique dont on n'a jamais vraiment entendu parler autour de ces deux figures-là. En tout cas, qui n'a jamais été représentée comme ça. C'est pour ça que je comprends pas quand on critique The Crown, parce que c'est pas fidèle à la réalité. C'est un exercice de fiction pour moi, justement. On est là pour remplir les blancs et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et j'estime que personne ne regarde The Crown en se disant je vais avoir... C'est pas secret d'histoire, quoi. Enfin, je comprends pas ce débat, personnellement. Ça me dépasse. Mais c'est marrant parce que pour je crois que c'est le ministère de la Culture britannique, justement, pour lui, c'est quasiment un secret d'histoire, puisque il y a tout ce débat actuellement du ministère qui voudrait imposer à Netflix le fait que soit mentionné vraiment en début d'épisode que c'est une fiction inspirée de faits réels, mais que ça reste une fiction. Et il y a vraiment tout un débat là-dessus, alors que j'ai l'impression que les gens arrivent à faire la part des choses. Et après, de toute façon, il y a aussi... on se précipite évidemment tous sur Google pour savoir si ça existait ou pas. Donc voilà, mais il y a un vrai débat sur est-ce que Margaret et Elisabeth se sont vraiment assises à 1m50 dans cette salle. Bah, ça fait aussi partie de la série. C'est pas... Il y a des choses qui me paraissent tellement fantasmées. Enfin, c'est évident, l'épisode avec Michael Fagan et la discussion à la fin avec la reine. Évidemment que ça s'est pas passé comme ça. Tout est tellement bien orchestré et bien écrit qu'on se doute que c'est loin de la réalité. Je comprends vraiment pas ce débat. Et par ailleurs, pour moi, c'est pas ce qu'on recherche dans la série, quoi. Une façon très, très contemporaine donc d'écrire ou de réécrire l'histoire. Pour quand la prochaine saison? C'est la grande rumeur du moment. Normalement, puisqu'il y a un changement de casting entre deux séries Netflix, entre 2 saisons, pardon, Netflix prend 2 ans. Donc normalement, la prochaine saison ne devrait pas arriver avant 2022. Sauf que Netflix a déjà commencé à teaser la série sur les réseaux sociaux en mettant des photos de la dernière saison en date et en disant prochainement. Ce qui veut tout et rien dire, on est bien d'accord. Mais ce qui suffit à exciter la fanbase de The Crown. Donc peut-être en fin d'année prochaine. Ce qui voudrait dire qu'à cause du changement, grâce au changement de casting, ils auraient tourné en parallèle. C'est fort possible qu'ils aient tourné effectivement. Puisqu'on connaît le casting déjà. Sauf le prince Charles, puisqu'on dit Dominic West, mais c'est encore des rumeurs. Je crois que ça n'a pas été confirmé encore. Ouais, c'est vrai qu'il reste peut-être quelques rumeurs, mais... Mais en tout cas, en général, la dernière fois, ils ont tourné les 2 saisons d'un coup. Donc, si c'est cet été, on peut espérer... Enfin, ça me paraît quand même un peu court fin d'année prochaine. Hein. En tout cas, Netflix arrive à nous faire... à faire la série autour de la série de l'attente autour de la série. C'est une saga. C'est vrai que la saga est tout aussi forte. Je vois bien dans les rumeurs et dans les attentes que lorsqu'on est face à la série qui se regarde finalement en très très vite, enfin en un week-end. Mais en même temps, ils ont raison parce que c'est quand même leur plus gros succès. Et la preuve, là, ils ont commencé à vouloir miser un peu plus sur les séries britanniques parce qu'ils voient qu'entre The Crown et The Sex Education, c'était une évidence parce qu'il y a vraiment un talent chez les Britanniques pour les séries. Mais là, il y a vraiment quelque chose à creuser, je pense, de ce côté-là, quoi. Passons à notre autre sujet, c'est The Mandalorian, un spin-off de la saga Star Wars. Là, au moment où nous parlons, nous découvrons la 2e saison. Et Margot, raconte-nous un peu comment est-ce que toi tu regardes Mandalorian? Pour juste resituer The Mandalorian, donc ça se passe 5 ans après le retour du Jedi, qui est l'épisode 6, et 25 ans avant le réveil de la Force, qui est l'épisode 7. Donc on est dans une galaxie très lointaine, dans un tout autre espace-temps. Le héros est donc un Mandalorien qui est joué par Pedro Pascal, qu'on connaît plus sous le nom d'Oberyn Martell dans Game of Thrones.
et qui joue là un mercenaire qui parcourt la galaxie au fil des missions qu'on lui donne. Il est chasseur de tête, il fait ce que bon lui semble, il n'a pas d'attache, on ne connaît pas spécialement ses origines quand on débute la série. C'est une série qui est en prise de vue réelle et qui est dirigée par Jon Favreau, sachant qu'après, il y a plusieurs réalisateurs qui se succèdent au fur et à mesure de la saison. On a eu Robert Rodriguez, Taika Waititi, il y a eu Bryce Dallas Howard, qui est une actrice aussi. Et donc on arrive avec ce personnage-là qui est très charismatique alors qu'il est casqué en permanence. Donc je trouve que c'est plutôt un exploit. Et donc il est seul avec son vaisseau jusqu'à ce que sa dernière mission en date le fasse tomber nez à nez avec Baby Yoda, qui est devenu le phénomène que l'on connaît, qui est donc cette petite, la version très jeune de Yoda qui est minuscule, qui ne fait que quelques bruits et qui est extrêmement mignonne. Donc autant vous dire que Disney a bien capitalisé dessus avec des produits dérivés à n'en plus finir, et on a tous très envie d'avoir une peluche Baby Yoda. Et donc le Baby Yoda a été baptisé Baby Yoda par Internet, puisque ce n'est Oui. pas son Oui, vrai parce nom. qu'on ne connaît pas son nom. Il y a encore Jusqu'au 5e ou 6e épisode de la deuxième Ouais. saison. Il y a encore pas mal de mystères autour de ça. Et c'est d'ailleurs, je trouve, à la fois la force et la faiblesse de la série, dans le sens où moi, je suis une grande fan de Star Wars et j'ai été ravie que The Mandalorian arrive. Surtout que je suis extrêmement déçue par la dernière trilogie Star Wars qui, pour moi, est le coup de trop à cette saga fantastique, la trahison ultime. Donc voir arriver The Mandalorian, j'étais ravie. Je trouve que visuellement c'est superbe et c'est vraiment tout ce qui me manquait quand je regardais les derniers Star Wars en date. Et donc j'ai commencé la saison 1 qui est sortie en novembre 2019, vraiment avec le plus grand enthousiasme, qui s'est refroidi en milieu de saison, où en fait j'ai trouvé que ça ralentissait énormément et où on n'avançait plus vraiment dans la quête du Mandalorian, qui était donc accompagné de Baby Yoda, parce que il passait son temps à aller de planète en planète, à se retrouver dans des histoires qui ne le concernaient pas, mais finalement quelqu'un avait besoin de lui, donc il était là et il faisait ce qu'il y avait à faire, que ce soit tuer une créature, sauver un village, deux villageois qu'on ne revoyait jamais. Enfin bon, c'était... Et donc j'ai eu une espèce de moment assez mou comme ça. Et pour être totalement honnête, en fait, je me suis même arrêtée à l'avant-dernier épisode de la saison 1. Donc j'ai jamais regardé le dernier jusqu'à il y a peu de temps, où je me suis dit c'est complètement absurde. Je me fais spoiler en long, en large et en travers parce que la saison 2 a repris et que tout le monde en parle sur Twitter et que apparemment il se passe énormément de choses. Je peux pas rester sur cet échec. Donc je suis repartie. Je suis repartie. Ce que tu racontes, Margot, c'est une logique de jeu vidéo quasiment. Tu arrives exactement dans un ça, espace, tu fais ton boulot de mercenaire, tu règles ta question, puis tu repars et tu laisses les choses en l'état. Sauf que dans le jeu vidéo, les gens il y a certains malades qui reviennent en arrière pour vérifier ce qui a été fait. Oui, c'est totalement comment ça. ça continue de vivre, parce que ça continue de vivre. Ça a continué de vivre, et puis en même temps, la quête finale n'arrivant pas, j'étais extrêmement frustrée. Et bon, voilà, j'ai repris et donc j'ai fini la saison 1 et donc je suis en cours de saison 2. Et en fait, je me suis vraiment demandé pourquoi j'avais arrêté, parce que en fait, Star Wars me manque énormément et je retrouve dans The Mandalorian tout ce qui me manque. Et donc, c'est aussi bien visuel, mais que tous les univers différents qu'il peut y avoir, tout ce suspense. Et puis, je trouve que j'ai pas apprécié les autres spin-offs qui étaient sortis au cinéma. C'est pas quelque chose qui m'avait forcément passionnée. Mais là, je suis extrêmement fascinée par ce personnage-là. J'ai envie de savoir d'où il vient. J'ai vraiment envie de tout connaître. J'ai envie de savoir où est-ce qu'on va arriver. Et ce qui est bien fait aussi, c'est qu'il y a quand même énormément de clins d'œil à la fanbase de Star Wars, avec des personnages cultes, avec des théories. Je pense que les scénaristes sont aussi pas mal allés sur Internet voir ce que disaient les gens. Et donc, c'est finalement très enthousiasmant. Et je trouve que de tout ce qui a été fait par Disney depuis qu'ils ont racheté Lucasfilm, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cohérent, même si on n'échappe pas à quelques épisodes qui restent très Disney, donc qui sont très gentils sur le mal, le bien, il faut sauver les gens, etc. Mais
Mmh. Ce Peut-être, qui Norine pourra me répondre, mais comment l'acteur arrive à être émouvant en ayant un casque pendant 90% du temps, En quoi? fait, ce que je me disais, c'est que c'est complètement improbable que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une marionnette qui est guidée par 3 personnes et ce type qu'on ne voit jamais et en fait, le duo marche parfaitement, en fait. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment Pedro Pascal en dessous. Bah, ça a été la grande Est-il vraiment théorie. là? Je sais pas. On dit Personnellement, j'ai des doutes des fois. C'est lui qui est là. C'est le père de Pedro Pascal. Mais c'est drôle, je rejoins un peu ton analyse, mais moi, j'ai une expérience qui est complètement différente parce que j'ai vu les trilogies Star Wars, j'ai aimé l'univers, mais j'ai pas vu les spin-offs, j'ai pas vu les séries animées, et c'est très lointain pour moi. Et Tu ne donc, t'es pas senti trahi? non. Et en fait, ce que j'aime, justement, c'est que c'est simple. C'est-à-dire que quand tu n'es pas un spécialiste de Star Wars et que tu dois t'attaquer à l'univers Star Wars, tu te dis, oulala, alors, quelle est la mythologie, quel est ce personnage, sur quelle planète on est? Et là, en fait, justement, tu peux apprécier le truc sans avoir tout le background, en fait. Et il y a le côté un peu systématique, mais je trouve que, justement, on arrive sur cette planète, on voit des nouveaux personnages, et tous les personnages, je trouve, ont quelque chose, en fait. T'as envie, limite, on pourrait faire un spin-off sur chacun d'entre eux, en fait. Et le côté systématique est quand même cassé parce que dans la première saison, t'as 3 phases. Et dans la deuxième saison, je vais pas trop spoiler, mais on va un peu plus dans la mythologie et il y a des épisodes qui sont très différents en termes d'univers, en termes de rythme. Et on revient aussi à l'essence de Star Wars, qui est cette idée de film de samouraï, de western. Voilà. Alors ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est qu'il y a à la fois, comme on le souligne tout à l'heure, quelque chose du jeu vidéo, c'est-à-dire il y a comme ça des passages quasiment de niveau à niveau. Et d'ailleurs, le Mandalorian change dans la première saison progressivement son armure pour arriver à une armure plus forte et plus belle même que celle avec laquelle on l'a vu on le voit dans le premier épisode. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez qui regarde un peu en arrière dans la forme, puisque les épisodes sont construits un peu comme étaient construits les épisodes des séries des années 60-70 que Hollywood produisait, c'est-à-dire on pense un peu au hors-la-loi avec Steve McQueen, on pense même à une série comme La Planète des Singes qu'on a pu voir dans les années 70 ou 80, qui était inspirée par les films, avec à chaque fois une aventure. Il y a vraiment cette idée du personnage qui se déplace dans une aventure et qui rencontre des gens, et puis il se passe quelque chose, et ensuite on passe à l'épisode suivant. Sauf que là, ce qui est effectivement, ce qui est aussi très fort, c'est qu'on peut regarder ça effectivement de façon très simple, mais aussi on peut le regarder de manière extrêmement complexe, parce que c'est la première série, ou en tout cas c'est le premier spin-off de Star Wars, qui je trouve relie absolument tout. Alors déjà esthétiquement, ça relie beaucoup, on revoit des choses qu'on a pu voir, même de façon très, très partielle, très épisodique dans les 3 sagas, et ça relie aussi beaucoup toute la mythologie autour. C'est-à-dire que d'un coup, ça va chercher dans les dessins animés, dans les romans autour, dans les bandes dessinées, et quand on se met à chercher, chaque épisode en fait est vraiment un écheveau avec des fils qui vont dans tous les sens, et on se retrouve avec quasiment une sorte de ligne directrice qui nous permet comme ça d'aller chercher et de voir des choses. Moi, par exemple, je me suis retrouvé à regarder les dessins animés que je n'avais jamais vus, ne serait-ce que pour avoir des éclairages sur tel ou tel personnage qui apparaissent comme ça, et c'est là aussi où c'est très malin, c'est-à-dire que ça joue totalement avec Wikipédia et le wiki Star Wars, il y a un Wikipédia consacré à tout Star Wars, et on est totalement et tout le temps en alerte. Et après, il y a encore une autre couche qui joue avec la cinéphilie sans doute de ces auteurs, puisque certains épisodes font des références aux films de samouraï, quasiment dans les décors, dans la construction, dans les combats entre les personnages, qui sont assez incroyables et assez géniales à voir quand on est passé par le cinéma bis et les séances de minuit. Donc ça, il y a vraiment plusieurs façons de regarder la série. Et il y en a encore une qui, moi, me terrifie presque, puisqu'elle fait appel à la nostalgie du petit garçon que j'étais. Parce que quand on regarde cette série, il y a des épisodes entiers, on a l'impression d'être en train de jouer d'être à nouveau avec les jouets qu'on avait avec les figurines. Et ce qui est très fort, c'est que les personnages, même les accessoires, les armes, etc., ont l'air de venir des jouets et pas tellement des films. Et là, j'avais déjà ressenti ça dans la dernière trilogie, et notamment dans le premier épisode de la dernière trilogie,
où on avait l'impression qu'on jouait à la fois avec le souvenir des films et le souvenir des produits dérivés. Mais là, on est vraiment dans une matrice faite à partir des produits dérivés quasiment. Et Mais ça, tel que tu le dis, on a littéralement l'impression que c'est le produit, que l'existence du produit dérivé ou la mise sur le marché du produit dérivé suscite une actualité pour pouvoir être, être vendu, et qu'on crée un film autour, qu'on crée une série autour, un épisode autour. Exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir tous ces jouets. L'épisode devient le produit dérivé du produit dérivé. Exactement. Et c'est un peu le fantasme qu'on avait petit enfant à reconstruire du Star Wars. Et là, c'est comme si finalement ces petits enfants avaient pris le pouvoir et ils ont pris le pouvoir. Ils sont chez Disney et ils font une série avec ça, avec les fantasmes qu'ils avaient à partir des films. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand on regarde tous les making of que Disney met aussi à disposition, on comprend qu'en fait tous les gens qui sont là sont tous des spécialistes, des nerds absolus de Star Wars, et ils passent leur temps à tout vérifier, à être totalement en prise avec cet univers qu'ils connaissent par cœur. Et on est vraiment dans le règne de cette culture geek, mais qui en même temps arrive à produire quelque chose qui se regarde sans connaître totalement toutes les arcanes et tous les méandres de la série. Mais c'est peut-être ça le point nodal, parce qu'on parlait tout à l'heure de trahison. Enfin, le sentiment de trahison dans la trilogie Star Wars, il est très très ancien. Enfin, je pense que dès 83, absolument. Le troisième épisode de la première, même dès le retour du Jedi, dès 79, les gens, on est trahis. Et qu'on arrive à des générations de gens qui ont tellement bâti, malgré ces trahisons successives et ces décennies de trahison, une culture Star Wars qui est homogène, propre, complètement folle, enfin vraiment, voire aliénante, qu'aujourd'hui, ils se libèrent de ces trahisons avec cette série et vengent 4 générations de gosses qui estiment qu'on leur a volé leur joujou, quoi. Exactement. Et c'est vrai que la trahison qui est au cœur de Star Wars, hein, la trahison, le changement d'un côté à l'autre de la Force, ça joue. C'est aussi quelque chose qui a bâti le spectateur de Star Wars, c'est-à-dire de se sentir en permanence trahi, comme tu disais. On est tout le temps trahi. À chaque nouvelle trilogie, effectivement, moi, du coup, j'ai commencé le premier Star Wars que j'ai vu, c'est La Menace Fantôme, qui est donc une trahison pour les fans de la trilogie moi, je ne l'ai d'avant. même pas vu, pour te dire. Je suis descendu du train en 83, j'avais 11 ans, j'ai dit ça suffit. Enfin, voilà. J'ai jamais voulu poursuivre, c'est très marrant. Et alors que j'ai une fascination pour les 2 premiers. Ouais. Même George Lucas nous a trahis en remettant des effets et des personnages en retravaillant en permanence. Mais c'est sans doute ça aussi qui a fait avancer Star Wars. Oui, ça fait partie de la mythologie Star Wars. On s'est aussi senti trahi quand il a vendu à Disney. On s'est dit ça y est, c'est fini. Et puis ça reprend. Même lui, il va chez Disney. Lui, il va sur le plateau et il tient Baby Yoda. C'est ça. Baby Yoda dans ses bras, et d'un coup, on se dit mais que se passe-t-il? C'est finalement la série qui va tous nous réconcilier. Peut-être qu'on passera l'éponge sur les trahisons. Ou peut-être que la 3e saison sera la trahison. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment d'enjeu énorme. Et justement, je me posais la question une fois qu'on va aller dans la mythologie de quelle est l'histoire de Baby Yoda, est-ce que là, la trahison va commencer? Parce que jusqu'ici, c'était quand même très simple. On était juste dans l'exploration, l'émerveillement avec cette créature. Une fois qu'on va aller un peu plus profond, je me demande s'il va pas avoir un peu plus de colère. Ce qui est certain, c'est que lorsque le nom de Baby Yoda a été dévoilé, je crois qu'on s'est aussi senti trahi. Parce que d'un coup, un nom apparaît, donc qui définit encore mieux le personnage. Et il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce nom et autour du fait que on n'avait peut-être pas forcément envie de savoir. C'est vrai qu'il y avait finalement dans la saison 1 un certain plaisir rétrospectivement à se laisser un peu balader comme ça. Et pareil, au début, il y avait beaucoup de spectateurs qui étaient assez excités de se dire c'est Pedro Pascal qui va le jouer, super, trop hâte qu'on le voit, je sais pas, sans armure, etc. Enfin, parce que Pedro Pascal est un super acteur aussi. Et donc, reparlons de trahison avec plein de gens qui se sont dit on a passé je sais plus combien d'épisodes où il est casqué. La révélation arrive à un moment, mais c'est vrai que finalement, est-ce que c'était pas mieux avant? C'était pas nécessaire en tout cas. On en parlait justement. Bon, je vais spoiler un peu la saison 1, mais j'imagine qu'à prescription, ce moment où on voit son visage, on l'a attendu pendant tous les épisodes et finalement on se dit
Non, Souvent. c'était pas nécessaire. Enfin, vraiment être dans la suggestion, finalement, c'est ce qui fonctionne le plus. Et il y a vraiment cette voix, ça crée tout un imaginaire, en fait. Ouais. Le jour où Baby Yoda trahira tout le monde en allant faire sa propre série sur HBO ou sur Netflix, là vous verrez, on aura atteint le stade ultime. Quoi. Non, mais- Et les fans de Star Wars nous expliqueront que trahir, c'est grandir politiquement. Et justement, c'était quand même un coup de génie de réserver un peu cette surprise. C'est-à-dire que Baby Yoda, on l'attendait pas. Enfin, moi, je me souviens, il était absolument pas dans les trailers. Il n'y a pas eu de produits dérivés avant, rien qui a été lancé. Et je trouve que là aussi, ils ont appris un peu de leurs erreurs, quelque part. Oui, c'est vrai que la scène dans la saison 1 où du coup on le voit pour la première fois, on était beaucoup C'est un nombreux à être tsunami, scotchés. ça. Ah bah oui, ouais, Même moi c'est qui regardais pas la bouleversant, série, en 25 minutes sur Ouais. Instagram ou sur Ah Twitter, ouais, j'étais c'était dingue. inondé. Mais genre, c'est c'était- devenu un phénomène, même pour des total. gens qui n'ont pas regardé le Mandalorian. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés acheter une peluche Baby Yoda sans avoir vu une minute peut-être de Star Wars. Hein. J'en ai offert 4, je crois. Bon, eh bien, on attend la fin de la deuxième saison et surtout la prochaine et tous les spin-offs puisque Disney annonce d'autres séries, d'autres spin-offs. Ce qui finalement nous fait aussi dire que ce qui a commencé au cinéma en 1977 est aujourd'hui en train d'essaimer à la télévision sous forme de série, ce qui est aussi très 2020 et 2021. Notre troisième série, à la fois de l'année, mais aussi de plusieurs années. Philippe, c'était un peu C'est un cheval sur 1 an et demi. Mais... un cheval sur 1 an et demi, et c'était un peu ton choc, Oui, alors- une révélation. Et c'est Euphoria. On l'aura compris dans la conversation. Je suis pas un grand fan de séries. Alors pas du tout parce que, enfin, on pourrait croire parce que je suis cinéphile et qu'il y a ce côté justement trahi. Enfin, je suis très très conscient. Enfin, je prends pas du tout de haut la série. Je suis très très conscient que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Et chaque fois que j'en vois, je suis toujours quand même régulièrement épaté. J'ai un tempérament. Ceux qui travaillent avec moi le savent, plutôt impatient, on va dire gentiment. Et c'est vrai que j'ai jamais la patience les saisons m'effraient. Je descends assez vite. Enfin, je regarde souvent 3 ou 4 épisodes. Euphoria, c'est peut-être une anti-série, ce qui fait que peut-être du coup j'ai un peu trouvé mon compte. Et c'est vrai que je pense jamais à Euphoria parce que dans cette série-là dont on parle, qui est une série que HBO a lancée, qui est réalisée par Sam Levinson, qui est le fils très compliqué, j'ai l'impression, de Barry Levinson, qui était un réalisateur qui fait des hits dans les années 80, certains assez infects. Moi, je détestais Redman. Ah oui. J'aimais bien Good Morning Vietnam, qui était un sous-mâche, et qui a fait un faiseur de Hollywood, et on s'attendait pas du tout à ce que Sam Levinson, qui lui-même avait fait des séries, mais avant était passé par un cinéma un peu Sundance, arrive à ça, c'est-à-dire à quelque chose qui, de mon point de vue, moi, en termes de représentation de la jeunesse, pose une stèle ou un galet, ce qu'on veut, comme il en arrive rarement. Enfin, je veux dire, sur les années 80, il y a eu, et c'était pas un film, c'était pas un disque, c'est la littérature qui a créé tout à coup une représentation de la jeunesse où on avait l'impression de ne plus rien comprendre. C'était Moins que zéro, Less than Zero de Bret Easton Ellis. Tous ceux qui ont, aujourd'hui, qui frisent, et pas que capillairement parlant, avec la cinquantaine ou la quarantaine bien amochée déjà, ont eu ce choc-là, vraiment fin 95, lorsqu'on a vu Kids de Larry Clark, avec le scénario d'Harmony Korine et Chloé Sevigny. Enfin, ils avaient 21 ans, ils avaient complètement nourri le film. Larry Clark avait importé ce qui était déjà, lui, un univers qu'il avait exploré à la fin des années 60 par la photographie, et on était effrayés. Je me souviens d'un texte magnifique dans les cahiers du cinéma d'un critique qui est mort, hélas, du sida un peu plus tard, qui s'appelle Yanis Castianas, et le titre lui-même disait tout, et c'était un titre emprunté à Kids de Larry Clark. C'était Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est aussi ce qu'on a là quand on regarde Euphoria. C'est-à-dire qu'entre le milieu des années 90, Kids, qui a vraiment posé, en termes d'ados qui faisaient du skate, que ensuite Gus Van Sant a plus ou moins recyclé dans ses propres films, qui chopait le sida avant de connaître l'amour, et qui chopait la mort avant de connaître l'amour, et qui vivaient vraiment mais comme des sauvages, qui foutaient la trouille, même à nous qui avions leur âge, on se regardait et on se disait mais on est aussi violent que ça, et sans doute on l'était, qui était totalement défoncé, qui allait vraiment très très loin dans tout ce qu'il fallait pas faire. On voyait pas comment on pouvait aller plus loin, plus profond et plus sauvage que cette représentation-là, qui n'est même pas exagérée, d'une jeunesse qui est même pas, c'est pas les gens de 23, 25 ans, c'est les gens qui ont entre 16 et 17, 18 ans. C'est vraiment le moment on peut dire, où les adolescents revendiquent qu'ils n'ont plus de parents. Ils n'en ont pas.
où ils s'affranchissent de tout et ils sont en liberté, ils essayent, ils expérimentent. Ce qui s'est passé juste, c'est qu'à partir quand même des années 2000, Internet est arrivé, et puis il a fini par arriver dans nos téléphones, et notre vie est devenue rikiki. Notre vie, elle tient aujourd'hui elle tient essentiellement pour 80% dans un écran de téléphone ou dans un écran d'ordinateur. Et que cette jeunesse-là, elle a poussé dans une représentation d'elle-même qui est celle des réseaux sociaux. Et il faut tenir cette représentation-là. C'est-à-dire que les personnages d'Euphoria, voilà, ils ont 15 ans et ils doivent déjà être à la hauteur du mensonge qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. À partir de quoi, leur vie est un enfer aussi. Et aussi, ils ont ce truc, c'est qu'ils sont ados, donc ils continuent de vivre dans ce qu'est l'espace des adolescents. L'école, on imagine un sport, leur chambre, qui est encore une chambre d'enfant, c'est ça qui est désolant. Et des rites. Aux États-Unis, ces rites sont encore mieux marqués qu'en France. Il y a le bal de fin d'année. Il y a tout un tas de messes organisées par la société pour qu'un ado rentre progressivement, pied par pied, dans le monde adulte. Sauf que ces messes sont encore là, ces grands bals sont encore là, et les personnages d'Euphoria, à commencer par Rue, qui est jouée par Zendaya, qui est sans doute l'actrice qui, moi, me sidère le plus. Je peux passer des heures à regarder ce visage qui ne me lâche rien, en plus, qui ne lâche aucune information. C'est le visage le plus obtus qui soit, et on est complètement happé par elle. Donc, c'est les personnages de Rue, de Jules, qui est sa copine, qui est une jeune fille trans. Tous les autres personnages, parce qu'il y en a 8 ou 9, chacun mérite son épisode tellement ils sont puissants. Ces personnages-là, donc, ont 16 ans, 17 ans, c'est à peu près flou, c'est jamais réellement marqué. Ils font évidemment ces rites de passage à l'âge adulte, et ils le font avec, même pas un désespoir, mais avec une ironie totale. Euphoria, le titre, il est ironique lui-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que ces rites sont censés leur apprendre, ils le savent déjà. Ils l'ont su beaucoup trop tôt, ils l'ont su par Internet. Et la connexion, par exemple, qui est la plus effrayante dans la série, c'est la connexion avec les adultes. Des contacts avec des adultes, ils en ont déjà eu. Et ils en ont eu pour 2 heures d'un plan cul tarifé dans un motel sordide, ou pour des plans de domination en chat, en vidéo. Et on se dit que, voilà, que ces gosses ne sont déjà plus des gosses. Et pourtant, ce sont quand même des gosses. C'est-à-dire que quand l'amour leur tombe dessus, c'est un truc qui se monnaie pas. Il faut faire avec, ils l'apprennent, ils n'avancent qu'à la recherche d'expériences, et ces expériences, c'est des moments d'émotion, c'est des montées d'émotion. Et c'est même des bulles d'émotion qui explosent. Et il faudrait être une série étrange, parce qu'elle a aujourd'hui 9 épisodes, il y en aura 10 à la fin du mois de janvier. 8 épisodes de la première saison, 2 épisodes un peu spéciaux, parce que la série a été interrompue, le tournage, par le Covid, la Covid. Et chaque épisode raconte très peu, ces épisodes pourraient se voir de façon séparée, on n'est même pas obligé, voilà. C'est une série qu'on peut même pas binge-watcher, parce que, moi, à la fin du premier épisode, je le trouve tellement, les 50 minutes du premier épisode, où il y a un peu plus longtemps, le pilote, il doit durer 1h05. Je suis tellement lessivé, émotionnellement parlant, que je peux pas enchaîner. Moi, je sais pas, il y a des gens autour de moi qui ont tout regardé en 2 jours, mais de quoi vous êtes fait? J'ai été obligée de binge-watcher pour écrire dessus, et effectivement, ça m'a complètement déprimée. Ouais, de quoi vous êtes fait? Moi, j'en disais, il y a l'épisode 5, j'ai mis 10 jours. L'épisode 1, j'ai mis 3 semaines. Le 8, qui finissait la saison, que j'ai essayé de revoir tout aussi pour faire un fil continu avec le nouveau qui arrivait. Je peux pas enchaîner direct. J'en suis pas capable. Là, je suis content qu'il y a un mois, entre la mi-décembre et la fin janvier, il y a 1 mois et demi, globalement. Tant que tout le monde le voit, il y a 1 mois d'écart. Il le faut, cet écart-là, parce que ça va trop loin, parce que le régime général de cette série, c'est l'overdose. Et ça commence, il faut se souvenir, la première séquence du premier épisode de la saison 1, Rue revient, elle sort d'une cure de désintoxication, on le comprend. Elle va voir un pote qui est un dealer, qui est son seul ami, quand même, dans la série. Ça fait rêver. Son seul protecteur, c'est son dealer. Et ils partent ensemble à une fête. Et dans la fête, elle commence à raconter à son dealer et à 2 ou 3 personnes qui sont à côté, qui sont complètement effondrées. Ils ont 15 ans, ils sont déchirés. Elle commence à raconter ce que c'est une OD, ce que c'est une overdose. Le sentiment d'étouffement, les émotions qui remontent trop vite. Et toute la série est écrite comme ça. D'ailleurs, c'est étrange parce que, Sam Levinson, quand je disais le fils compliqué, c'est son père faisait un cinéma psychologique, et lui a décidé de faire une série qui est anti-psychologique. Mais aussi, la figure du junkie dans ses films ou dans ses séries, elle est permanente. Ou l'isolé, ou quelqu'un donc je pense que c'est quelqu'un qui projette un peu, comme Larry Clark avec Harmony Korine, il projette pas mal, sans doute, de ce qu'il a vécu. Et c'est ce qui fait l'intelligence de la série, parce que si elle était
si cette série voulait choquer, parce que beaucoup de gens, enfin, c'est pas une série qui est un tube comme The Crown. C'est une série qui fait beaucoup parler d'elle. Par exemple, sur Twitter, je crois que la première saison, en termes d'occurrence, c'était gigantesque, alors que c'est pas une série qui est finalement si regardée que ça. Elle est très regardée, mais elle a un impact sur les gens parce que évidemment, on s'étonne d'exhibitions, non même pas de sexe, mais autant de pénis. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas dans les. On voit souvent des filles nues dans les séries, on en voit de plus en plus. Là, voilà, on voit des bites, on voit des queues, ce qui est pas la drogue. On a l'impression, ils sont pas du tout. C'est ça. Enfin, c'est des gamins qui sont pas du tout incultes. Ils ont même une culture étrange parce qu'ils citent L'Ange de la Vengeance, par exemple, d'Abel Ferrara, qui est le premier film d'Abel Ferrara des années 80. Ils sont même pas incultes. Enfin, ils ont la culture de leurs auteurs. Hein. Ils citent Roméo et Juliette dans le texte, sans même mentionner que c'est Roméo et Juliette dans une scène géniale où Jules est dans la piscine avec complètement trempé et qu'elle dessine à roue. Et ils se font un serment et on comprend que c'est ça qui les tient. C'est qu'ils se font des serments à eux-mêmes quand ils ont 15 ans, 16 ans. Il faut tenir à ces serments-là. Donc on les voit jamais lire, on les voit jamais d'ailleurs étudier réellement. La seule chose qu'ils connaissent par cœur, c'est la posologie et de tous les médicaments qu'on trouve ou qu'ils arrivent à se procurer par un dealer ou qu'on trouve parce que de toute façon, ils sont tous déjà à 15 ans passés par l'HP, par la pédopsychiatrie. Ils sont complètement junkies. La psychiatrie eux-mêmes les a rendus junkies dès l'âge de 11 ou 12 ans pour pouvoir soi-disant les protéger et a fait d'eux des êtres déjà chimiques. Donc on a quand même voilà, des états des états de gamins qui font peur. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que, oui, le titre est ironique, Euphoria. Il y a quelque chose dans leur force. Où on se dit, c'est très dur pour eux. Moi, je vois des gens autour de moi qui ont 23 ans, qui les regardent déjà comme des mutants, en se demandant comment ils tiennent quand ils ont 23 ans. Je pense qu'en fait, les gens qui avaient 25 ans, qui regardaient Kids, se disaient déjà la même chose. Comment ces gosses m'ont tenaient. Je me sens synchrone avec Kids parce que c'est des questions d'âge et de génération, mais je pense qu'en fait, ce que dit aussi la série, c'est cet univers-là, il est plus pour vous. Tout se passe dans les chiottes, dans la chambre, dans le téléphone portable, dans des lieux clos, semi-clos, enfin, où il y a des secrets qu'on met en scène pour qu'ils soient vus par tout le monde ou par ceux qu'on a choisis. C'est un peu comme un compte Instagram qu'on aurait fermé uniquement pour ses abonnés. Et c'est dur. Il y a ceux qui vont tomber. Et puis, il y a ceux qui vont survivre. Ceux qui vont survivre, ils seront très forts parce qu'ils se seront fait confiance, quoi. Et finalement, il faut faire confiance à des gosses quand ils vont eux-mêmes vers la destruction. Donc, c'est une drôle de série. C'est même plus une série. Enfin, c'est d'une darkness incroyable. Par rapport au le dernier épisode en date, celui qui est sorti là, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, en décembre, début décembre, fin novembre, début décembre. C'est la forme en est très étonnante puisqu'il s'agit, ce n'est quasiment qu'une discussion avec justement de façon sous-jacente ces thématiques de promesses tenues, tu te fous de ma gueule ou pas. Ouais, alors c'est un épisode qui est incroyablement piégé. Enfin, plus on y pense. C'est un épisode qui a déjà lui-même beaucoup divisé. Donc, aujourd'hui, c'est presque plus spoilé tellement ça a circulé. Parce qu'on ne le savait pas quand rien n'avait été divulgué. L'épisode lui-même devait arriver le lundi. Nous, on avait voulu faire un papier le vendredi soir, histoire de préparer un peu les gens. Et puis, à peine mis le papier en ligne sur le site de Vanity Fair, on apprenait que la série était déjà dispo. C'est-à-dire, d'un coup, ils venaient de lâcher 4 jours avant pour prendre tout le monde à rebours. Il n'y a pas donc rien à spoiler. On ouvre, on voit ça et on comprend. Donc, une scène de début, une conversation. On retrouve un personnage qu'on a déjà vu, qui est une sorte de grand frère, qui est un ancien addict au crack et qui est un personnage un peu sermonneur, mais plutôt sympa. Enfin, avec les bons côtés et les mauvais côtés du grand frère. Il s'adresse à Rue et c'est un conte de Noël. C'est la veille de Noël. Enfin, c'est le 24 décembre. C'est le soir du 24 décembre. Ils sont dans un dîner un peu tous les deux. Ils n'ont pas rendez-vous pour le 24 décembre pour le passer ensemble. Ils se retrouvent avant d'aller rejoindre chacun l'endroit où on les attend ou peut-être on ne les attend plus. Et il lui parle de la vie, il lui raconte la life un peu, comme disent les kids. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que beaucoup de gens vont dire, oh là là, ça y est, cette série qui était immorale à un point pas possible, qui montrait tout sans même faire de cas, c'est-à-dire que tout est normal, une fille trans c'est normal, l'interracial c'est normal, c'est-à-dire tout ce qui fait, soi-disant, obstacle dans la société, dans les poches les plus réacs de la société, c'est déjà acquis, c'est même plus des questions. Et là, on se dit, ça y est, ils sont attrapés par la moralité. Non, parce qu'en fait, toute la conversation bute sur où
Rook essaye de lui raconter que oui, elle y croit, et elle se ment à elle-même, comme les toxicos se mentent à eux-mêmes aussi. On se dit que Sam Levinson connaît sans doute de très très près la question du mensonge qu'on se fait à soi-même lorsqu'on prend beaucoup de drogue et qu'on pense qu'on gère, et qu'on gère pas du tout. Et surtout, régulièrement, ce long dialogue qui dure 1 heure, c'est très impressionnant. 1 heure de dialogue dans un seul truc. Enfin, le cinéma l'a fait, ça s'appelle La maman et la putain, ça dure 3h30, on n'en est toujours pas revenu. Là, on est quand même dans une série HBO. Enfin, on n'est pas dans les marges du cinéma arty ou d'auteurs français, encore plus des années 70. Et on a ça, et c'est évidemment entrecalé de moments où le repenti, le toxico-repenti va passer un coup de fil, et où se retrouve isolé une fois de plus. De toute façon, cette série, c'est celle de l'isolement. C'est aussi pour ça que pour moi, c'est la grande série de 2020, même si elle a commencé en 2019. C'est la série de la... Voilà. Du confinement. de notre état dans lequel on a été. Et on ne sait pas si elle entend. Elle a entendu. Elle est tout sauf con. Elle a une intelligence animale. Mais on ne sait pas ce qu'elle va en faire. Ça, elle le décidera. Et on comprend que cet épisode-là, c'est pas 1 heure de parole. Ça pourrait être un épisode muet. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il est filmé comme un épisode muet. C'est un épisode uniquement pour s'approcher en travelling avant, pendant 50 minutes, du visage de cette fille de 16, enfin, l'actrice en a 22, 23, qui a encore des traits très teenage, très, très ado, de 16, 17 ans, et comprendre qu'on n'y comprend rien. Et le titre est ironique, parce que c'est, je crois, la tristesse ne durera pas toujours. Oui. C'est presque Althusser, enfin, l'avenir dure longtemps, quoi. et en même temps, on a l'impression que oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison 2 qui va arriver, qui va enfin tourner, c'est peut-être la saison, et peut-être tant mieux d'ailleurs, parce que peut-être que ça commence à tourner en rond, cette histoire de nihilisme total adolescent, et peut-être que là, ça va être la saison où elles vont à la fac, et on commence aussi à vouloir construire des choses peut-être positives. Et peut-être que c'est le point vers ça. Mais peut-être qu'aussi, d'un point de vue adolescent, ça veut dire, bah ouais, la tristesse adolescente, elle ne durera pas toujours, c'est-à-dire que tu vas grandir, tu vas devenir un adulte et tu vas mourir, super. Donc c'est un épisode piège, mais un point. Enfin, on n'a pas fini de se casser les dents sur cet épisode-là, mais c'est incroyable. Enfin, la musique est incroyable, les acteurs, oui, quelle est la place de la musique? Parce que la série est produite par Drake, si je me... Oui, la série est produite par Drake. Il place pas de morceaux à lui, ce qui est plutôt classe. Même s'il y a, enfin, moi je suis un grand fan de Drake. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de la mélancolie à fleur de peau qu'il peut y avoir dans Drake, tout en gardant le sexy, la puissance. C'est pas un pleurnichard. Et moi, je pleure sur Drake, quoi. Voilà. Toi aussi. Ouais, nous aussi. Bah, vraiment, ouais, il a sorti un morceau cette année. J'ai l'impression que le morceau, on parlait des produits dérivés Disney, mais Laugh Now, Cry Later, c'est quasiment la morale d'Euphoria, quoi. Ris maintenant, ou fais semblant de prendre ton plaisir, ton pied, ou de jouir maintenant. Pleure plus tard, quoi, quand les autres ne te verront pas. La place de la série, la place de la musique dans la série, elle est géniale. C'est-à-dire que la musique est partout sans que ce soit clippé. Il faut quand même le faire. C'est-à-dire que la musique est une partie intégrante de l'expression de leurs émotions, de leurs pulsions. La musique, elle est très, très variée. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout un pan, on peut dire R&B ou plus ou moins électro. On a des morceaux, il y a un morceau des Flamingos, moi que j'adore, I Only Have Eyes For You, qui est un morceau des années 50. D'un coup, ça tombe, et c'est, le morceau est en entier dans le... Enfin, voilà, il y a une gamme, en tout cas, de ce qu'est la culture, et souvent quand même la culture noire américaine, mais depuis le doo-wop, qui est décliné, qui est folle. Enfin. C'est rare, enfin, moi je suis à ce point-là de voir une exigence à l'image, à la lumière, le jeu, enfin, la fascination aussi de voir comment les autres filles autres qu'américaines galèrent à trouver une ou deux bonnes têtes chez des gens très jeunes. Et régulièrement, enfin, c'est l'histoire du cinéma ou de la télévision américaine d'arriver avec le package. On en a 8, et il n'y en a pas un qui est moins bon ou moins génial que les autres. Enfin, donc là, il y a de quoi effectivement nourrir. Il y a presque un effet Twilight 12 ans plus tard. Il y a de quoi nourrir effectivement des couvertures de Vanity Fair pour les 25 prochaines années à venir. On est sauvés. Très bien. Vous l'avez compris. On ne sait pas comment ils ont réussi à vendre ça. Parce que HBO a toujours voulu être une chaîne cool, et qui essaie des formes, et qui essaie des formes, qui était déjà... Mais c'est vrai qu'on retrouve ce qui était fascinant chez HBO il y a 20 ans, où on se disait waouh, ils essayent, ce que le cinéma était ringardisé, parce que d'un coup il était puritain, il paraissait puritain. Avec 20 ans après, on savait pas trop où en était HBO, qui a quand même des problèmes aussi d'installation, d'implantation dans l'imaginaire collectif. Et d'un coup il y a ça.
Il y a ceux que ça braque en disant mais il y en a trop. La question surtout, c'est qu'il y en a, effectivement, il y en a beaucoup, il y a que ça, mais il y a que ça parce que sur Internet, il y a que ça, et que dans nos vies, il y a que ça, quasiment. La pornographie, le cul, la drogue, le fric, voilà, c'est là, le monnayage de tout. Ça se voile pas les yeux, ça le met, mais ça le met entre les mains d'adolescents, donc on est un peu, je sais pas trop quoi faire avec. Et surtout, ça en fait pas question, quoi. Jamais il y a un gyrophare autour d'un plan de sexe ou d'un plan de drogue en disant attention, là, je suis provocateur. Il n'y a pas de provocation. C'est devenu le paysage. Ça aussi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez compris. J'aime beaucoup trois ça. séries très différentes. Je vis plus que là, c'est vrai que ça fait 1 an que je suis revenu sur ce truc. Ouais. C'est un des rares films, séries, œuvres, appelons-la comme on veut. Ça m'a fait l'effet de certains disques, de certains livres, de certains films. Finalement, il n'y avait pas tant que ça, quoi. Voilà, on disait les années 80, Less Than Zero, Kids dans les années 90, début des années 2000, peut-être Elephant, King Kong Theory. Aux alentours de 2010, voilà, quand on prend comme ça comme un texte où on se dit il se passe quelque chose dans la redéfinition de ce qu'on est, de ce que sont nos gosses ou de ce qu'on est encore aujourd'hui. On sait bien que les générations se vivent adolescentes encore très longtemps, plus longtemps que l'âge du yaourt. Et voilà, enfin non, il y a ouais, c'est une claque, quoi. Bon. Merci. Donc, vous avez compris 3 séries qui vont dans plusieurs sens. The Crown, Mandalorian et Euphoria. C'était En Série, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. On était avec Philippe Azouri, Margot Crel et Norine Raja. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre site, dans nos newsletters. Et n'hésitez pas à partager et à réécouter. À très bientôt.